Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Allez, prédiction versus réalité. La prédiction est avant. La réalité, c'est après. Entre les deux, il y a l'expérience. La prédiction, c'est ce qu'on pense, qu'on croit, peut arriver avant une expérience. C'est hypothétique. On se base sur ce qu'on sait d'après notre observation du passé. La prédiction peut être exacte, dépasser notre déclaration ou complètement différent. Beaucoup de facteurs peuvent influencer l'expérience. C'est ce qui est imprévisible. On prédit ce qui arrivera. Si l'expérience se passe comme nous l'avons pensé, la réalité, c'est le résultat de l'expérience, c'est ce qui arrive après l'expérience, c'est la finalité. Dans certaines expériences, on n'a pas le pouvoir d'influencer, donc la prédiction est prophétique. Dans d'autres expériences, on peut influencer le résultat en utilisant des moyens, la force des arguments, le nombre, l'argent ou encore d'autres moyens. Dans ce cas, on arrive à prédire le résultat avec exactitude ou de près. La réalité, c'est le résultat de l'expérience, sans aucune force humaine. C'est la loi de la nature. Allons voir ça un coup. Qu'est-ce que ça donne? La météo, c'est une science qui n'est pas exacte. On fit un peu des données que la machine nous donne. Il prend la machine, des satellites qui captent un peu le changement climatique dans un lieu, le mouvement du vent, des vagues, la force du vent. Toi, tu es là, la machine te donne ça. Les prévisionnistes. Donc c'est la météo qui t'a inspiré, la façon dont l'être humain utilise les informations du passé pour prédire l'avenir. Ouais, pour prévenir le temps qu'il va faire. Donc sur cette source d'inspiration, tu as développé ton argumentaire sur comment est-ce que l'être humain peut prédire les choses et quelle est la différence entre une prédiction et la réalité. La réalité, selon toi, étant le résultat d'une expérience vécue, étant de l'ordre de la loi de la nature et non pas de la volonté humaine. Il y a des choses qui dépassent la volonté humaine, dont la prédiction est prophétique. Oui, la prédiction, tu vas voir un prédicteur, il va dire, ouais, attendez, lui, il a étudié un certain système, un certain mode. Ouais. Après, il est arrivé à un certain norme. D'après ce que tu racontes, elle a fait, peut-être il a dit, mais ça, dans ce créneau-là, à ce moment-là, il va te prédire. La même chose va arriver pour les prévisionnistes. Ils ont étudié le temps. Tel facteur. Finalement, tous ces événements ont dans ce créneau-là. Ils utilisent ça pour prédire. Il y a un autre cas dont tu as parlé aussi, c'est celui qui a le pouvoir d'argumenter, de changer les choses et de l'influencer, et dont la prédiction est très précise. Ça arrive comme il le veut. Les politiciens avec la force de l'argent qui achètent le raisonnement des autres. Par les promesses? Pas des promesses. C'est seulement pour acquérir le pouvoir. Ça, là. Ou bien par la force. Donc il y en a un. Dans les guerres qu'il y a surtout dans la région où tu habites là-bas. Oui. L'Amérique même. Oui. Il est en train d'influencer
une partie des Arabes même, contre ce que veut l'Iran. Mais l'Iran, il y a un problème. C'est un État d'après la religion, on appelle. Donc en fait, il y aurait des lois d'ordre humain qui peuvent être facilement influencées. Influencées par la force, l'argent, les promesses, la connaissance psychologique des gens. Et d'autre part, il y aurait la prédiction de phénomènes qui sont naturels et qui échappent à l'être humain. Oui. Enfin, qu'il connaît jusqu'à un certain seuil. Ouais, mais au-delà de ce seuil, ça lui échappe. La prédiction, c'est comment ils prédisent. Ils ont étudié plusieurs cas. Et puis ils ont mis ces cas-là dans un créneau. Tel cas est arrivé comme ça, l'autre cas aussi est arrivé comme ça, l'autre cas. Toi, tu vas raconter ton problème. Alors, il va essayer de trouver dans quel créneau tu vas entrer. C'est ça, les prédicateurs, là. Oui. Ils utilisent les informations, les situations de la vie pour prédire. Tu crois la prédiction, c'est pas la réalité, ça. La réalité, même un petit événement va dévier la prédiction. Une petite force, la force de la nature même. Oui. Il suffit qu'il y ait peut-être une augmentation de température. Ça va créer une déstabilisation au lieu de suivre la prédiction qui devait comme ça. Comme la dernière fois. Les météorologues avaient prédit que ce cyclone-là va faire un boucle et va retourner sur l'île Maurice. Parce qu'il y avait eu un cas dans le passé semblable. Le tracé que la force de ce cyclone avait suivi, et puis il a fait un boucle, il retournait. Alors en voyant que le récent cyclone suivait le même trajet. Alors ils ont prédit. Les météorologues France même avaient prédit ça. Mais finalement, c'est qu'il n'est pas arrivé. Oui. Le cyclone est parti. Il n'a pas fait le bouc. Il est parti. Il est passé à 60 km des larges. Ouais. Et puis il est parti. Il a suivi son. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Personne ne sait. Même quelle expérience. Peut-être il aura suffi une augmentation du taux de température qui a créé une stabilisation pour que ça suive de l'autre côté, une partie de l'autre côté. Ouais. Peut-être s'il n'y avait pas cette modification de la température même, peut-être il aurait suivi le critère, le système même, c'est-à-dire ce qui était arrivé avant. Oui. À ce moment-là, on aurait dit, ben voilà la prédiction du météorologue. Bah, tu sais, avant d'arriver ici, à Maurice, depuis la Réunion, je regardais les prévisions. Ouais. Mais je le regardais sur MTO Tech, site internet. Dessus, tu as les images satellites, tu as le bulletin cyclonique qui dit précisément quels sont le niveau de rafale de vent, pendant combien de temps. Oui, ça c'est correct. Ça. Et puis ensuite, il y avait un schéma qui est très particulier. Le schéma, c'est la prédiction. C'est un schéma qui montre la trajectoire. Donc, la trajectoire actuelle. Oui, en fait. Mais pas la trajectoire. Il y a trajectoire qu'il a fait depuis le 28 décembre. Jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant. Ouais. Et après maintenant, il y avait une autre ligne. Une prédiction, voilà. Ça, c'est sa prédiction. Voilà. Là. Et alors, jusqu'au moment présent, on sait ce qui s'est passé. Parce que ça s'est passé. C'est passé, exactement. Voilà. On sait. Mais après, c'est une prévision qui est faite en fonction des données. Des données, exactement. Voilà. Donc il disait, bon, il y a un vent qui passe ici, là il y a le vent qui passe par là, ça devrait aller vers là. Comme ça. Ça, c'est la prédiction. Voilà. Et il se trouve que, moi quand j'ai vu la prédiction changer de jour en jour. J'ai pris ça comme... Alors, pourquoi ça changeait? Parce que chaque jour est nouveau. Ouais. Et chaque jour donne des données nouvelles. Des données nouvelles. Et il y a un maître soufi qui disait que quand vous allez dans une forêt, vous n'avez aucune idée de toute la vie qui est en train de se produire. Vous ne pouvez pas avoir toutes les données. Non. Et ce maître soufi, en fait, il était biologiste. Il était professeur en biologie.
Donc il sait de quoi il parle. Tu vois. ouais. Et il dit maintenant, imaginez que vous êtes une fourmi sur le tronc d'un arbre. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez savoir du cycle des saisons? Qu'est-ce que vous pouvez savoir de ce qui se passe dans les racines? Ou encore le cycle du soleil et des astres dans le ciel. Vous ne savez absolument rien d'autre que ce que vous avez sous le nez, en tant que fourmi. Ouais. Et nous, les êtres humains, on observe non pas avec la voix du cœur, de la conscience pure, mais avec nos 5 sens. Avec nos sens. Donc en fait, tout ce qu'on voit, c'est à travers un trou de serrure, un grain de sable. On essaye de voir l'univers et on l'interprète. Donc, l'interprétation d'une chose qui ne peut être que passée. C'est-à-dire, nos pensées ne sont pas neuves. Ce qui est neuf n'est pas de l'ordre de la pensée. Le vécu est au-delà de la pensée. La réalité vécue est au-delà de la pensée. Tout ce qui est pensé, qui peut être prédit, qui peut être su dans le savoir, est de l'ordre du passé. Donc, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelque chose du passé, il l'amène dans le présent, il fait une analyse. Il fait une analyse, il fait sa cuisine en fait, d'accord. Alors, il y en a, ils sont occidentales, il faut une cuisine occidentale, d'autres orientales, et ils balancent ça dans le futur. Ils disent, demain, ça va être ça. Exactement. Tu vois? Et ça, c'est le plus gros mensonge de l'humanité. Parce que ils n'ont fait que triturer leurs pensées. Ils n'ont pas exploré la réalité. Parce que pour aller explorer la réalité, il y a une condition unique. La seule chose dont on a besoin, nous les êtres humains, pour aller visiter la réalité, c'est d'abandonner le passé. Et d'abandonner la pensée. Pour s'élever. Et ça, on n'est pas prêt à le faire. Parce que faire ça, ça veut dire se désidentifier du corps, de moi, qui est tel âge, qui a eu tel vécu, qui a eu telles expériences, qui pense être quelqu'un, pour vivre au-delà. Et ça, c'est hors de question, parce que ça voudrait dire qu'on meurt au moi. Et mourir au moi, pour beaucoup de gens, c'est hors de question. Un politicien, il ne voudra jamais lâcher son moi. D'ailleurs, il ne pense être que son image. Il ne pense être que son titre. Et perdre son titre, c'est comme mourir. Tu vois? Donc, nous, l'être humain, si on arrive à lâcher notre image, à mourir de notre ego, eh ben, on peut voir c'est quoi la réalité. Dans cette réalité, il y a quelque chose qui se passe. Là c'est vraiment important, parce que si par exemple on enseigne ça à l'école, ça éviterait tout le stress. Tu crois ça? Bah, bien sûr. Non, on ne peut pas contrôler la pensée des gens. Si la personne C'est sait... créatif, ça, la pensée. Ben, si la personne sait quelle est la conscience, d'accord, et que la réalité n'est pas sa réalité personnelle, individuelle et individualiste, elle est libérée de plein de choses. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire quelque chose pour devenir quelqu'un ou pour avoir quelque chose. Elle est ce qu'elle est, et ce qu'elle fait dans le monde est une inspiration de l'être. Et là, la vie devient extrêmement douce. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus la question de comment on partage l'argent, comment on fait. Tout se fait dans l'instant. Et ça, c'est une humanité, tu vois. Parce que si on réfléchit bien, toi et moi, aujourd'hui, le monde n'a besoin de rien. Il y a suffisamment de richesses pour nourrir tout le monde. Il y a suffisamment de vêtements pour vêtir tout le monde. Et il y a aujourd'hui suffisamment de logements pour loger tout le monde. Sauf que certains ont dit, nous, depuis des générations, nous sommes des maîtres. Et nous possédons, et notre dynastie a toujours possédé, et les autres ont travaillé pour notre dynastie. Ici même, dans ce pays. Et donc, comme ils font ça, comme ils pensent ça, ils créent les conditions de la misère autour d'eux. Sinon, il n'y aurait plus aucun pauvre en Inde, en Afrique, en Europe, partout. Tu vois? Mais comme il y a un individu qui a dit « moi je veux, moi je dois accumuler, et la réussite c'est ce que moi je possède », eh ben, il a créé un monde à l'image de son ego. Mais c'est un monde qui est faux, on le sait. Si on regarde les statistiques, si on regarde les chiffres, son monde est bâti d'illusions. Par exemple, chaque jour,
ils s'échangent dans le monde 30 fois nos ressources annuelles en nourriture. Chaque jour, on échange 30 fois nos ressources annuelles mondiales en nourriture, à la bourse. C'est déconnant. Je veux dire, c'est pas réaliste, c'est pas le réel. Pourtant, celui qui fait ça, il dit c'est ça la réalité. La réalité, c'est le taux d'intérêt. La réalité, c'est le profit. La réalité, c'est gagner de l'argent. Mais c'est sa réalité à lui. Tu vois? Et cette réalité, on sait qu'elle n'est pas vraie. Maintenant, c'est quoi la vérité? Si on veut aller dans la réalité. La réalité vraie, c'est il y a une certaine quantité de nourriture. Et cette quantité de nourriture, elle est aujourd'hui, dans l'état des lieux de la technologie, disponible pour tous. Seulement pour aujourd'hui? Non, elle est disponible, oui, elle est disponible pour aujourd'hui. On ne peut pas la stocker, c'est sûr. On a la technologie, on peut la stocker pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais ce qui est important, c'est qu'en fait, elle est disponible, elle est donnée par la nature pour tous. Et en fait, si on la distribue bien, personne ne meurt de faim. D'ailleurs, si on prend les analyses et les statistiques, les données réelles, pas imaginées, on se rend compte qu'il y a suffisamment de connaissances, il y a suffisamment de personnes pour donner cette information, pour la transmettre, qui fait qu'en fait, tout le monde peut être éduqué. Tout le monde peut accéder à cette information. Pour tous. Ça, c'est la réalité. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Être humain orgueilleux, on dit, nous donnerons l'information qu'à celui qui possède la tablette. L'information sera disponible qu'à celui qui peut payer Internet. L'information sera disponible celui qui aura le haut débit. La culture, la science, l'écologie, l'économie, l'éducation seront disponibles uniquement à celui qui le veut. Or, ce qu'on a mis sous les yeux de nos enfants, c'est la publicité, les jeux vidéo, les films, le divertissement. Tu vois? Donc, celui qui est gagnant, c'est celui qui a quelque chose à vendre, le commerçant, et non pas la science. La science a tout à y perdre. Sauf si on revient à la réalité. Donc, si on arrive à chacun d'entre nous revenir à la réalité, tout à coup on prend conscience que il y a des choses qu'on n'a plus besoin de faire. On n'a plus besoin d'écouter le politicien mentir. Et du coup, une action émerge de nous et on commence à faire politique ensemble. Comment? En agissant dans le monde. On se rend compte qu'on consommait d'une certaine façon et que cela n'a pas à être, donc on arrête. Et peut-être que le fruit qu'on allait acheter au supermarché, on va le cueillir dans le jardin. Et on va se satisfaire de ce qu'il y a dans le jardin. Peut-être qu'on va se rendre compte que le savoir, on peut d'une part le transmettre d'une génération à une autre avec amour, d'autre part à travers les livres, mais surtout à travers l'envie qu'on donne à le découvrir. D'accord? Et là, on se rendrait compte que peut-être c'était pas nécessaire d'aller au cinéma, ou peut-être c'était pas nécessaire de se noyer dans les loisirs et les divertissements. Là, l'humanité devient intelligente. Tu vois? Quand elle se rend compte de ça, les supermarchés, c'est la fin des supermarchés. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Leur vente diminue d'année en année. C'est la fin des politiciens, que plus personne n'écoute, ou peu de gens écoutent. Et si même les gens écoutent, ils n'y croient pas, ils ne vont plus voter. Tu vois? Ils n'ont plus foi en ça. Donc, il y a un changement qui s'opère. Et cette intelligence-là, elle a un problème, elle a un défi. C'est qu'en fait, elle se produit, comme tu disais, comme une expérience d'instant en instant. Elle n'est pas quelque chose qui se stocke. Elle n'est pas quelque chose que quelqu'un peut dire c'est moi, parce que c'est personne. Elle est la nature qui se meut devant nos yeux. Tu vois? C'est la manière dont je vois les choses. Tu vois, c'est la façon dont je vois les choses. Peut-être qu'elle n'est pas juste, peut-être que j'ai tort. Comment tu vois? Non, ça c'est une ligne de pensée. Tu as raison, on ne peut pas questionner ça. Mais un argument, si on revient sur un argument, tu dis qu'il y a suffisamment pour nourrir tout le monde actuellement. Mais en sachant que la population grandit.
il faut avoir la technologie pour pouvoir produire en plus, pour nourrir la population en plus. S'il n'y aura pas cette technologie, rien, on va continuer avec le vieux système même. Mais ce que nous avons, arrivé à un certain moment, ce sera insuffisamment. C'est-à-dire, nous aurons besoin de la connaissance, de l'expérience, amélioration de la technologie pour produire un peu en plus. La nature est là. Mais il suffit d'utiliser les technologies pour produire en plus, pour nourrir la population en plus. Je vois ce que tu veux dire. Une idée, peut-être seule dans les arguments que tu as avancés là. D'accord. Eh ben, mais il y aurait donc une peur de l'insuffisance. Si la population, comme la population. Mais actuellement, là, c'est suffisant, oui, mais la population ne restera pas statique. Oui. Donc en fait, ce que fait l'être humain là, quand il déploie cet argument, il se base sur une peur. Et il dit, comme il y aura plus de monde demain, il y aura plus de famine. Donc, on doit avoir peur de l'insuffisance. On doit avoir peur qu'il nous manque. D'accord ? Sensation de manque. Et comme nous avons peur, nous devons progresser au niveau technologique. Nous faisons une promesse d'évolution, de progrès technologique pour satisfaire un besoin vital. D'accord ? On est d'accord là-dessus ? Très bien. Donc on a pris une pensée du passé, qui est une peur de l'insuffisance, parce que cette peur de l'insuffisance, on l'a toujours eue. Depuis que l'homme est homme, il a toujours eu peur de ne pas avoir assez à manger ou loger quand les bêtes féroces venaient l'attaquer. C'est une peur qu'on a dans notre cerveau, en fait, qui est là depuis des millions d'années. Donc on reprend du passé, on l'amène au présent, on dit oui, on a assez aujourd'hui, mais demain on ne sait pas. Donc sur ce qu'on ne sait pas, on fait une hypothèse. Cette hypothèse, c'est... Une expérience, on fait l'expérience, comment vous produire ? Non, on fait une hypothèse qu'il est possible qu'on manque. Ouais. D'accord ? Quand on pense à ça, déjà, on pense aux conditions où ce manque va se créer. Et du coup, on va dire quelque chose, on va faire une promesse. Et là, le commercial entre en jeu. Le vendeur entre en jeu. Il dit, on doit avoir de la technologie pour combler cette peur, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, il faut acheter cette machine, sinon on va le payer très cher. D'accord ? Les gens ont peur, ils achètent et ils se font avoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en rentrant dans son jeu à lui, ils ne savent pas qu'en fait, ils sont en train d'acheter ou de faire acheter une machine qui ne va non pas leur appartenir à eux, le peuple, mais à quelques-uns qui ne sont pas du peuple, qui se pensent être au-dessus du peuple, qui vont acheter les machines avec l'argent du peuple, tu vois, et dont le profit ne va profiter qu'à eux. Donc plus on va avancer dans le temps, plus l'accumulation de la richesse, de la nourriture... Le profit, mais aussi ce qu'on a produit, le produit. Le produit lui appartient. Regarde, par exemple, l'une des plus grosses familles des îles, par exemple, c'est la famille Ayotte, qui sont esclavagistes depuis 400 ans. Ouais. D'accord ? Ils possèdent Carrefour, ils possèdent plein d'entreprises dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, dans les bananes. Associé, non ? C'est une entreprise. C'est une entreprise, mais c'est une famille. C'est une famille qui se passe le pouvoir uniquement des gens qui sont consanguins. Mais il emploie d'autres, les gens qui ont les connaissances. Mais écoute, parce que il a l'argent. Tu peux employer, mais l'employé, c'est quelqu'un que tu payes pour qu'il travaille pour toi. Si toi tu gagnes 1 million de chiffre d'affaires, tu vas payer tes salariés à hauteur de 100 000, à hauteur de 200 000, il te reste 800 000. Ouais. Tu comprends ? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que plus toi tu vas gagner, plus normalement
tu prives les autres de gagner. Pourquoi? Parce que la machine que tu as achetée, tu l'as eue de façon défiscalisée. L'État, pour encourager l'industrialisation, a dit, tu ne paieras pas tes machines puisque tu es riche, à la place de payer des impôts, tu paieras une machine. Non, pas seulement. Ils ont dit ça. L'État a dit ça parce que l'État lui-même n'a pas les moyens. Oui. Il n'a pas cet argent-là. Cette personne-là, lui, il a le financement. Le moyen, il a, lui. Voilà, c'est ça. Donc il dit, on fait un arrangement entre nous, tu vas mettre les moyens, etc. Donc lui, le discours, ça va être quoi? Ça va être le discours de l'industriel qui va dire, on doit avoir peur de la pénurie. D'accord? C'est pourquoi les prix augmentent. Donc on a besoin de technologie et de progrès pour que tout le monde se satisfait. Donc il faut que vous nous payiez. Vous le peuple, vous l'État, vous devez nous payer, nous le possesseur, à posséder encore plus. Donc quand il a sa machine, il produit par exemple une boîte de confiture. Il produit des bananes. D'accord? La banane lui appartient. Il possède la banane. Si les gens veulent la banane, ils doivent l'acheter. Sinon, ils vont en prison. D'accord? Et c'est ça qui crée la famine. Parce que dans le monde, il y a suffisamment de bananes pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas d'argent pour acheter la banane. On est d'accord? Et pourquoi tout le monde n'a pas d'argent? Parce qu'on a créé le système de façon à ce que seul celui qui possède puisse acheter un privilège. D'accord? Toi et moi, on a eu le privilège, par exemple, d'avoir une voiture, ou d'avoir 2 voitures, d'avoir une télé, d'avoir une maison. On a eu ce privilège-là et on s'est enfermé dans ce privilège et on a regardé de loin celui qui n'avait rien. Par exemple, à une époque, les gens avaient des maisons, mais celui qui arrivait, par exemple, de l'Inde, travaillait ici, il n'avait rien. Juste la force de son travail il avait pour pouvoir manger. D'accord? Et il travaillait tous les jours pour pouvoir manger. Mais ça, c'est dans le système où on impose ça. Si dans un système où on dit, il y a des ressources qui sont celles de la nature, n'appartient à personne. Par contre, nous sommes, nous, humains, responsables de ne pas en perdre une seule goutte, une seule miette. Donc si tu poses le pied sur ce territoire, ta force de travail doit servir à toi à manger pour toi. Tu auras à loger, mais ton logement ne t'appartiendra pas. Tu auras à manger, mais tu ne pourras pas stocker. Et surtout, tu vas être responsable du bonheur d'autrui. De voir si quelqu'un n'est pas seul, si quelqu'un n'est pas dans la détresse. De rendre visite à ton voisin. Tu vois? Et bien là, on arrive dans une vie qui participe. Tu vois? Une vie où chacun participe à son plus haut niveau. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun a sa maison. Chacun a son barrage qui est le mur de sa maison. Et on se divise. Et du coup, depuis nos maisons, on regarde la maison de l'autre. Et on dit, regarde, l'herbe est plus verte là-bas. Tiens, regarde, il a changé de voiture. Regarde, il a mis un nouveau portail. Tu vois? Et on commence à se critiquer les uns les autres là-dessus. Et là, on a... Exactement, à se comparer. Et là, on a perdu en humanité. Cette humanité perdue, elle nous coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce que quand on va passer dans la rue, on va voir un pauvre. On va dire, c'est bien fait pour lui parce qu'il n'a pas voulu travailler. Alors qu'en fait, il est dans cette situation parce que moi, je suis en train de manger une part des ressources qui lui reviennent. Parce que tu vois... Là, je vais te dire, je ne sais pas si tu as lu ce livre avec le système que tu me racontes là. Il faut lire L'Utopie de Thomas More. Tu as lu le livre de Thomas More? Il explique un peu ce que tu dis dans le système, comment les gens ont distribué. Et moi, je regarde dans l'Utopie de Thomas More, je me rends compte que la réalité, c'est ça. L'utopie et l'illusion, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Aujourd'hui, pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.